Bonsoir à tous. Il y a quelques mois, vous avez rempli votre déclaration d'impôt, les retardataires sont encore en train de le faire et dans la plupart des cantons, ça y est, les fonctionnaires du fisc, dès leur retour de vacances, vont finir d'éplucher vos comptes pour vous envoyer avant la fin de l'année un coup de massue toujours trop douloureux. D'autant plus douloureux que depuis quelque temps, les inspecteurs du fisc ne laissent plus rien passer. Les fameux redressements fiscaux sont en augmentation, une petite rentrée extraordinaire oubliée, un revenu légèrement corrigé à la baisse, et on risque d'avoir une facture très salée. Chaque année, 4 000 à 6 000 enquêtes pour fraude sont lancées contre des contribuables suspectés d'indélicatesse avec le fisc. Il s'agit souvent d'ailleurs de mégarde ou de négligence, mais il n'empêche, cela représente plusieurs milliards soustraits au fisc, au point que les inspecteurs veulent aller plus loin, accéder à vos comptes, aujourd'hui encore protégés par le secret bancaire. L'idée est dans l'air. Après les Américains ou les Européens, faire aussi passer à la casserole du fisc les Suisses. C'est une enquête de Xavier Nicole et Pietro Boschetti. Chaque année, c'est le même rituel. Remplir la déclaration d'impôt. Mais tous ne le font pas correctement. La fraude fiscale en Suisse se chiffre probablement en milliards de francs. Personne n'aime payer l'impôt, mais il faut le payer. Et c'est choquant que certaines personnes ne payent pas l'impôt qui est dû. Régler ses impôts, ça fait partie de son devoir de citoyen. Et puis je reste persuadé que si tout le monde payait ses impôts comme il devait, ben voilà, on en paierait tous moins. Désormais, le fisc hausse le ton. Il veut avoir accès aux comptes bancaires. Il faut ouvrir les yeux, le secret bancaire, il est destiné à disparaître. Je veux dire, au niveau mondial, c'est clairement le cas. Et puis, si c'est le cas dans tous les autres pays, pourquoi est-ce que nous, en Suisse, on continuerait à le protéger? Ce qui est en cause, c'est le secret bancaire, dernier refuge du contribuable. Nous sommes avec la famille Liotto, des contribuables comme tout le monde. Comme la majorité des gens, les Liotto n'ont rien à voir avec la fraude fiscale. Mais ils sont très concernés par les impôts. Didier et Fabienne mènent une vie paisible. Ils ont trouvé un équilibre qui leur convient bien. Voici quelques années, Didier et Fabienne ont monté une petite affaire. C'est une entreprise familiale et c'est une école de bateaux. Donc on fait des permis, voile et moteurs. Et par la suite, ça c'était au départ, donc c'était vraiment beaucoup les permis. Puis on a développé avec le Bed and Breakfast. Donc les gens viennent dormir à bord du voilier, on leur donne le petit-déj le matin et ils s'en vont. Petit déjeuner! Room service. Bonjour, bonjour. Bonjour. La nuit a été agréable? Ça a été calme? C'est à quelle heure que ça s'est levé? Ça n'a pas trop coincé? C'est clair qu'on n'était pas bien riches. Nous, on avait choisi cette qualité de vie-là avec nos enfants. On gagnait peu, mais on arrivait à joindre les deux bouts, quoi. C'était tout à fait faisable, ouais. On a une belle qualité de vie. D'ailleurs, on a vu grandir nos enfants. Et ça n'a pas de prix. Alors, Ça baigne pour eux. Mais un beau jour, c'est la tuile. Je souffre d'une discopathie sévère, donc un problème de disque. Et donc j'avais déjà été opérée à 25 ans d'une hernie discale. Et là, vers la quarantaine, 42 ans, c'est-à-dire il y a 6-7 ans en arrière, ça a recommencé. Donc de nouveau une hernie discale et j'ai pas tout de suite voulu me faire opérer. Enfin, puis j'ai attendu comme ça 3 ans. J'ai tiré sur l'élastique, j'ai continué à travailler, à faire tout ce qu'il fallait pour que tout tourne ici à la maison et à l'entreprise et partout. Et ça a tout cassé. Coco. Du jour au lendemain, Fabienne doit être opérée. Elle sera absente durant 4 mois. Et elle se retrouve aujourd'hui à l'AI en incapacité totale de travailler. Du coup, Didier est seul à la barre. Entre les problèmes de santé de sa femme et les contraintes professionnelles, il part au plus pressé.
Puis à un moment donné, je dis, ouf, là, il faut que je m'occupe de classer ses papiers. Après, oups, là, il faut que je m'occupe des enfants qui, justement, passaient à d'autres stades scolaires, qui ont aussi des parcours où il fallait de l'aide. Et après, il fallait la voiture, il fallait l'extérieur de la maison. Donc tout ça, ça s'est rajouté. Et d'un seul coup, quand je me suis retourné, je me suis retrouvé avec tout ça dans les bras et j'ai pris du retard de tous les côtés pour assumer ce qu'on faisait avant à deux. Et puis ça, je m'en suis pas rendu compte suffisamment à temps. Et puis, ça a été d'abord des retards pour les déclarations d'impôts. Et il s'accumule ces retards, de plus en plus. Les impôts s'impatientent, ils finissent par réagir durement. J'ai une taxation d'office qui nous arrive. Par rapport à la taxation ordinaire qui était de 20 000 francs, est passée à 100 000 francs. Le fisc a augmenté le revenu imposable à 100 000 francs parce que la déclaration d'impôt ne lui est pas parvenue dans les délais. Il a le droit de le faire et ça s'appelle une taxation d'office. C'est plus fréquent qu'on ne le pense. Les soucis, hein? Ouais, t'es gentil. Bisous à Papoune. En Suisse romande, plus de 50 000 personnes sont taxées d'office chaque année. Alors les impôts, ça marche comment? Le contribuable est taxé 3 fois. Une première fois par la Confédération, une deuxième par le canton et une troisième fois par la commune où il habite. Mais chaque canton fixe son tarif fiscal comme il l'entend, si bien que la facture finale varie considérablement d'un endroit à l'autre. Prenons par exemple Monsieur et Madame Lambda et leurs 2 enfants. Avec un revenu annuel de 120 000 francs et une fortune de 300 000 francs, ils paieront à Bâle 10 760 francs d'impôts, 9 124 francs s'ils habitent à Genève et seulement 3 096 francs à Wollerau, dans le canton de Schwyz. Il vaut mieux bien choisir son lieu de domicile, et certains l'ont bien compris. Ok, la mare avant, c'est bon, Jonas. Les Liotto, eux, n'ont pas eu le loisir de s'installer dans un paradis fiscal. Grâce à l'aide de la famille, ils réussissent à payer une partie de la facture. Jusque sur le bord ici. Encore un peu, vas-y. Voilà, comme ça. Ok. Puis là, je reprends un peu du génois. Mais ils ne sont pas tirés d'affaire. La taxation d'office plane toujours. Ils nous réclament encore 1180 francs par mois, qui actuellement on ne peut pas payer. On n'arrive pas, tout l'argent a été utilisé pour payer la poursuite de l'imposition précédente. Et on attend une réévaluation pour la fin de l'année. Est-ce que vous avez fait une opposition là, vous? Oui, alors oui, là on a fait une opposition et puis on espère bien qu'elle soit écoutée parce que sinon... c'est bon, ils nous mettent un boulet et les 2 pieds dessus, et ils nous mettent le ciment par-dessus, et c'est bon, hein, je veux dire, on ne s'en sortira pas. Des histoires comme celle de la famille Liotto, chaque administration fiscale en Suisse romande en rencontre régulièrement. Ici, dans le canton de Genève, face à des cas de ce genre, on mise plutôt sur la souplesse. Daniel Odel, le directeur général de l'administration fiscale, explique comment. Effectivement, ça peut avoir des effets dévastateurs. Et oui, il y a aussi une machine administrative, parce que nous devons respecter des délais, nous avons des délais légaux même, et on peut avoir cette impression. Mais on essaye quand même d'être le plus souple possible. Dans les exemples que vous venez de donner, et qui ne sont pas rares, hein, des personnes qui partent dans des divorces qui sont difficiles, des personnes qui sont atteintes dans leur santé à la suite de décès de proches ou autres, qui se laissent aller, qui ne remplissent pas les déclarations. Et pour certains, ça va durer plus d'une année. Hein, ça va durer 1 année, 2 ans. Voilà, elles se retrouvent en dépression, par exemple. Alors là, nous essayons d'être le plus souple possible. Et il est très fréquent que nous revenions sur d'éventuelles taxations d'office qui iraient très largement au-delà de la somme que devrait payer le citoyen. Le canton de Neuchâtel aussi est confronté à ces situations.
Le mot d'ordre ici, c'est d'anticiper, comme le dit Youssef Vaïd, le chef du service des contributions. Normalement, lorsqu'on finit le contrôle de la taxation, on doit savoir si finalement l'impôt peut être payé ou si on doit adapter des tranches. Donc ça, c'est vraiment un travail de suivi qu'on doit faire parce que c'est la situation actuelle de certaines personnes. Je reçois autant de personnes en difficulté financière pour lesquelles on essaie de trouver des solutions. Et si on a trouvé des solutions, c'est également une réussite pour nous. Donc ça, ce phénomène-là, on l'a également et il prend de plus en plus aussi d'ampleur et de temps. Lassane Adioum est un avocat fiscaliste à Genève. C'est un spécialiste de la question qui souligne sur quoi repose l'imposition. Elle est basée justement sur la confiance qui est portée au contribuable. Donc, ce qui veut dire que le contribuable a une présomption de véracité lorsqu'il fait sa déclaration. Et donc, s'il n'y a pas d'indice de falsification ou d'imprécision dans la déclaration, eh bien, l'administration fiscale va se contenter des déclarations faites par le contribuable. La confiance, c'est un bien beau principe. Mais est-ce que cela marche dans la réalité? Réponse ici à Fribourg avec le chef du service cantonal des contributions. Soyons réalistes, je pense qu'il y a toujours des contribuables qui cherchent à abuser du système, qui sont en limite, voire même qui ont dépassé les limites. Donc on ne va pas dire que ça marche dans tous les cas, mais je pense qu'il marche quand même assez bien. J'aimerais dire oui, mais les chiffres contredisent un petit peu ce souhait. En fait, pour 40% des gens, oui. Il n'y a aucun problème, ils remplissent correctement, ils remplissent toujours correctement. Donc là, on a un socle de base qui va bien. Par contre, nous retouchons quand même à peu près le 60% des déclarations. C'est-à-dire que pour le 60% des déclarations, nous revoyons ce qui a été déclaré. Des fois, c'est minime, mais des fois, c'est important. Voilà. Le travail d'examen qui est fait nous amène quand même à des résultats qui sont remarquables, puisque en additionnant le travail du taxateur plus les travaux de contrôle qui sont faits dans un deuxième temps, on arrive à des suppléments, à des retouches de 600 millions de francs par rapport à ce qui est déclaré par un contribuable. 600 millions d'impôts et non pas de revenus. Vous avez bien entendu. À Genève, ce sont 600 millions de francs d'impôts encaissés en plus grâce aux corrections faites par le fisc. La confiance a donc ses limites. Retour à Fribourg. Nous notifions 170 000 taxations de personnes physiques, nous notifions plus de 12 000 taxations de personnes morales. Il s'agit aussi bien entendu de percevoir cet impôt, donc d'envoyer des factures, de gérer les débiteurs, de s'occuper du contentieux lorsque les factures ne sont pas payées. Donc pour faire tout ce travail, effectivement, il faut une très bonne organisation. On peut dire qu'on essaye de faire en sorte que le contribuable soit aussi un peu traité comme un client. Alors, résumons. Le fisc fait par principe confiance aux contribuables, mais c'est une grosse machine avec des règles qui pourraient bien devenir plus strictes demain. Si le contribuable ne répond pas dans les délais ou envoie une déclaration incomplète, il risque des sanctions. Et elles peuvent être douloureuses, ces sanctions. Pour s'en rendre compte, il faut faire un détour par Caritas à Vevey. On va essayer de discuter pour quelques mois, faire une diminution de vos mensualités pour que ça joue avec les impôts. C'est pas comme ça? Anne-Marie Cotreau est une assistante sociale qui aide les personnes endettées à s'en sortir. Vous aviez été obligé de faire cette carte un peu pour acheter à manger en fait. Acheter à manger. Pour ces personnes, les impôts deviennent souvent une charge insupportable qui les enfonce encore plus dans l'endettement. C'est un petit peu beaucoup. C'est un petit peu beaucoup encore sur votre budget actuel. Conséquence, mise aux poursuites et saisie sur le salaire. Donc si on mettait 50 francs, je crois qu'ils seraient d'accord. Le début d'une spirale infernale. Et donc si on met 50 francs sur 6 mois, ça pourrait jouer. 50 francs, ça jouerait. Très bien, merci beaucoup. Au revoir madame. Et allez, merci bonne pour journée. votre aide.
À bientôt. Au revoir. Quand on est mis aux poursuites, il y a un calcul qui se fait qui s'appelle le calcul du minimum vital, où est pris en compte donc un minimum pour vivre, c'est-à-dire pour manger, payer son électricité, téléphone, voilà. Les assurances maladie, si on peut prouver qu'elles sont payées, le loyer, les déplacements, mais pas les impôts. Les impôts ne sont pas pris en compte dans le minimum vital. Donc une personne qui est en poursuite, forcément s'endette puisqu'elle ne peut pas payer ses impôts courants. Et donc chaque année, eh bien, elle est remise en poursuite pour les impôts. Et il y a des gens qui sont en saisie depuis 3-4 ans et puis qui ont de plus en plus de dettes finalement puisque leurs impôts ne sont jamais payés. C'est une situation courante. Plus de 600 000 personnes aujourd'hui en Suisse se débattent avec des arriérés d'impôts. Juan Carlos Wendt en fait partie. Patron d'une entreprise qui a fait faillite, Juan Carlos se fait saisir une partie de son revenu pour rembourser ses dettes. Il vit donc avec le minimum vital que lui laisse l'Office des poursuites, sur lequel il est censé payer 300 francs d'impôts par mois. Après les charges du loyer, SIG, assurance maladie, etc., il ne reste pas grand-chose. Il reste à peine 500 francs, même pas 500 francs. Donc si je dois payer 300 francs sur 500 francs, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vivre avec 200 francs par mois? Et comment vous faites alors? Vous payez pas Je ne paye pas les impôts. C'est simple. Il rembourse ses anciennes dettes, mais en fait de nouvelles auprès des impôts. Et si demain il trouve un emploi mieux payé, cela ne changera rien à l'affaire. Si je dois en plus trouver un job à 6-8 000 francs, d'accord, et que l'année suivante, je dois payer des impôts pour ces montants-là, d'accord, je vais me retrouver de nouveau en poursuite, automatiquement. Puisque le montant des impôts sera beaucoup plus important que je devrais payer à partir du minimum vital. Et le minimum vital, comme vous voyez, on a à peine, même pas 500 francs pour vivre. Donc là, ça ne vous encourage pas à essayer d'améliorer votre situation là? C'est un serpent qui se mord la queue. Taxation d'office, arriérés d'impôts, mise aux poursuites. Les impôts, ça peut faire mal. Plusieurs cantons, dont celui de Fribourg, entendent d'ailleurs renforcer leurs moyens de contrôle, comme le souligne le conseiller d'État Georges Godel, en charge des finances cantonales. Eh bien, c'est uniquement pour faire plus d'investigations fiscales sur 2 axes avec le personnel supplémentaire, mais avec la mise en œuvre de systèmes informatiques par recoupement pour voir dans les différents services ou différents organes les possibilités de voir si quelqu'un aurait réussi à échapper au fisc. Alors, question, les contribuables peuvent-ils encore contester les décisions du fisc? Réponse d'un connaisseur, Maître Lamblay, président de la seule association de défense des contribuables en Suisse romande. Si on connaît les mécanismes et les règles, c'est relativement simple tout en étant très technique. Mais pour le kidam qui n'a aucune connaissance, il est un peu perdu parce que c'est un monde qu'il ne connaît pas et qu'il doit d'abord découvrir et après faire la démarche pour sauvegarder ses droits. Voici comment procéder. Alors, dès qu'il a reçu son bordereau d'imposition, il a 30 jours pour agir, c'est-à-dire faire une réclamation, une lettre écrite au fisc, et il conteste. Après, le fisc va donner une réponse, normalement dans les 60 jours, lui dire s'il accepte ou pas. Ensuite, les recours sont possibles jusqu'au tribunal fédéral. Il faut compter entre 5 à 7 ans pour avoir toutes les décisions. Le coût, il y a des coûts donc d'environ 2-3 000 francs de frais à payer aux tribunaux. Et si vous avez recours à des mandataires professionnels habituels, vous avez une procédure comme ça, il faut tenir compte entre 15 à 30 000 francs pour faire toute la procédure jusqu'au tribunal fédéral. Mieux vaut donc ne pas s'y risquer pour des clopinettes. Jérôme, qui préfère rester anonyme, en sait quelque chose.
L'administration fiscale a modifié ma taxation 2009 en me rajoutant une fortune correspondant à 1,5 million de francs que je n'ai pas. Et après plusieurs échanges de courriers avec l'administration fiscale prouvant que je n'ai pas cette fortune, l'administration fiscale a décidé de quand même me taxer sur cette fortune. Et de ce fait, je me trouve maintenant devant le tribunal administratif. L'affaire est en cours, les tribunaux trancheront. Mais pour Jérôme, l'expérience est éprouvante. Ils vont aller vraiment fouiller dans votre vie privée. J'ai dû justifier chaque dépense de l'année 2009. J'ai donné mon relevé de compte. Ils sont allés trop loin, je trouve. Je paye mes impôts depuis que je travaille. Et on me traite aujourd'hui comme un menteur, comme un criminel. Et ça, je n'accepte pas. Les rapports du contribuable avec le fisc peuvent donc tourner à l'aigre. La machine administrative avance parfois sans faire trop de détails. Et le fisc se prépare à renforcer ses moyens d'investigation. Mais il faut dire qu'il est tenu à faire entrer les impôts, et les impôts de tous. Vaste et difficile tâche qui concerne un paquet d'argent. Les impôts, en somme, ça rapporte combien? Eh bien, c'est un joli magot. En gros, 130 milliards de francs par année. Soit 62 milliards pour la Confédération, 42 milliards pour les cantons et 26 milliards pour les communes. Mais les impôts, c'est comme les vendanges. Il y a les bonnes et les mauvaises années. Or, des voix s'élèvent désormais pour dire que ces 130 milliards de francs, c'est sans compter avec la fraude et la soustraction fiscale. Par exemple, la socialiste Margret Kinner-Nellen, passionnariat de la morale fiscale au Conseil national. Nous avons toujours lutté pour augmenter les effectifs des contrôles fiscaux. Alors que dans n'importe quel autre domaine, par exemple dans la circulation routière, tout le monde sait, je suis contrôlé. Si je fais une erreur, si je fais une contravention à une règle routière, eh ben, on me chope et puis je règle mon amende. C'est normal. Par contre, les effectifs en Suisse en matière d'inspection sont très maigres et ça nous coûte des milliards, des milliards de francs. Donc vous, en somme, vous êtes en faveur d'un renforcement des moyens de lutte contre la soustraction et la fraude fiscale? C'est une évidence qu'il faut un renforcement dans ce domaine parce qu'il en va de pouvoir assumer nos prestations en faveur de nos citoyennes et citoyens et aussi une égalité de traitement. Donc, il faut pouvoir tout mettre en œuvre pour avoir cette égalité et cette équité dans le traitement de nos contribuables. Et votre impression à vous, vous arrivez à capter l'essentiel de la fraude et la soustraction fiscale dans le canton de Neuchâtel ou quel est votre sentiment, votre impression? Je ne pense pas qu'on capte l'essentiel. Je pense qu'on en attrape, mais je pense qu'on n'a pas encore mis en place tous les moyens nécessaires et les compétences pour peut-être centraliser l'ensemble des informations qui nous permettraient d'en attraper peut-être un peu plus. Autrement dit, la tolérance des autorités diminue. Mais attention, dans le monde merveilleux des impôts, on fait parfois de la soustraction sans s'en rendre compte. C'est ce qui est arrivé à Christian Grandjean. C'est un homme fort occupé. Il exploite un domaine à Jurian, dans le canton de Vaud. Chez les Grandjean, on est agriculteur depuis des générations. Il est aussi engagé dans son association professionnelle et s'occupe de plusieurs tutelles. Et puis, Christian Grandjean fait de la politique. J'ai été syndic pendant 3 législatures. Et vous étiez sur les listes de quel parti? Alors moi j'ai toujours fonctionné, il n'y a pas de parti à Jurian, mais j'ai toujours soutenu le parti radical par tradition familiale. Donc vous êtes un radical vaudois dans la tradition, on va dire. Voilà, un parfait produit vaudois.
Christian Grandjean est en outre administrateur d'une société qui vend de la semence bovine dans toute la Suisse. Une affaire qui tourne de mieux en mieux. Mais un beau jour, Christian Grandjean s'est retrouvé avec une procédure pour soustraction fiscale sur le dos. Une expérience déstabilisante. Il se trouve que, et pour des raisons assez particulières, j'ai malheureusement omis de transférer 3 360 francs de revenus extraordinaires qui apparaissaient à ma société et j'ai omis de les rentrer dans ma déclaration d'impôt personne physique agriculteur. J'ai fait une grave erreur, impardonnable, parce que c'était quelque chose d'évident. Formellement, c'est de la soustraction fiscale. J'ai effectivement commis par erreur une soustraction fiscale. L'État de Vaud venait de me confier une tutelle extrêmement compliquée et extrêmement lourde. Je me suis un petit peu trop concentré sur ce dossier tutelle qui m'a pris passablement de temps et d'énergie. Christian Grandjean reconnaît ses torts. Ce qui le fâche, c'est la manière. J'ai pensé un peu naïvement que le bon sens prévaudrait, qu'on pourrait s'expliquer et puis qu'on pourrait prouver ou justifier des circonstances atténuantes. Et bien mal m'en a pris parce qu'en fait, je me suis trouvé devant un tribunal d'exception composé donc de 2 taxateurs, mais un avait le rôle de procureur, l'autre avait le rôle de juge et la défense n'était pas présente dans la pièce. Et il n'y a eu aucune défense possible. Je pense que s'il a été entendu par l'office, c'est que justement, il a pu amener tout ce qu'il devait amener comme papier, comme argument, qui permettait de rétablir la vérité des chiffres. Et à partir de là, la décision de taxation ouvre les voies de recours et il avait 30 jours pour faire recours. Et là, j'ai demandé quelles étaient les voies de recours possibles. Et là, à ma grande surprise, le chef d'office m'a dit « Alors, Monsieur Grandjean, je vous déconseille vivement de faire recours parce que nous allons reprendre vos impôts, vos taxations pendant 10 ans sur l'exploitation agricole et nous allons reprendre votre comptabilité pendant 10 ans sur la société. » Vous avez pris ça pourquoi? J'ai pris ça carrément comme une menace. Nous sommes désolés qu'il l'ait pris pour une menace. En fait, il a été très bien traité, ce monsieur, puisqu'il a bénéficié de la procédure simplifiée et que son amende ne s'est montée qu'à 2000 et quelques. J'ai fait le point dans ma poche et j'ai décidé de ne pas faire recours. Selon Christian Grandjean, le fisc lui a finalement imposé un redressement sur 10 ans, ce qui a généré un revenu imposable de 45 000 francs. L'administration vaudoise, elle, parle d'un montant en cause de 57 000 francs. L'affaire est aujourd'hui close. Elle s'est soldée pour Christian Grandjean par un rappel d'impôt de 16 800 francs, amende comprise. Mais dans le fond, c'est quoi la fraude fiscale? C'est quand le contribuable ne paye pas tout ce qu'il doit. Autrement dit, il cache des éléments de son revenu ou de sa fortune. Ça s'appelle évasion fiscale, soustraction fiscale, fraude fiscale, c'est selon. Dans tous les cas, c'est interdit, même si le contribuable n'a agi que par négligence. Et c'est punissable, d'une simple amende qui peut totaliser 3 fois le montant de l'impôt soustrait, jusqu'à l'emprisonnement pour les cas graves. Car à côté des cas anodins dus à l'ignorance ou à la négligence, il y a des infractions autrement plus sérieuses. Daniel Spitz rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, certaines fiduciaires faisaient de l'aide à la soustraction. Il y en a eu énormément, je pense, au cours des presque historiques, je pense, en Suisse. On en avait qui sont spécialisés là-dedans. Par contre, je pense qu'elles ont un gros coup de chaud avec l'évolution de la pression fiscale et notamment le combat contre la fraude et l'évasion fiscale qui se passe au niveau international, qui commence maintenant à se passer un petit peu au niveau suisse.
Ce sont d'abord les administrations cantonales des contributions, comme ici celle de Fribourg, qui sont chargées de débusquer la fraude fiscale. Démonstration pratique avec Nicole Rapin, taxatrice au service des contributions. Monsieur a commencé une activité au 1er mars d'un restaurant. Et puis, moi, ce qui me déplaît déjà quand je regarde sa feuille d'impôt en règle générale, c'est qu'il n'a pas du tout de dette ou une fortune privée. Donc, Ça vous déplaît pourquoi? Parce que quand on commence une activité indépendante, on doit avoir des fonds pour pouvoir investir un stock de marchandises, pour pouvoir acheter des frigos, tout plein d'éléments. Et là, je me pose des questions. Comment est-ce qu'il a pu reprendre un restaurant et comment est-ce qu'il a pu commencer son activité? Ensuite, il y a une deuxième chose qui me déplaît. Si nous comparons les recettes, alimentation, boissons, et puis les achats de marchandises, nous obtenons une marge ici d'environ 53%. Donc la marge, c'est en somme sa marge bénéficiaire brute, là, enfin le bénéfice brut en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Oui. Et cette marge, en l'occurrence, elle vous semble assez trop faible, trop petite? Elle est beaucoup trop faible. Là, elle se situe à environ 53%. Et de par mon expérience et de par les autres indépendants restaurateurs que nous avons, nous devrions obtenir un 65%. Deuxième étape, l'examen de la comptabilité du restaurateur. On a des gros soucis chez cette personne, car par exemple, à la fin du mois d'avril, il lui manque 25 000 francs dans sa caisse. C'est tout simplement pas possible. Il a dû avoir de l'argent qui est venu de quelqu'un d'autre. Si on pense aux impôts que ce monsieur doit payer, donc au premier abord, il devait peut-être payer 300 à 400 francs, et puis peut-être qu'à la fin, il va en payer 5 000. Donc nous, c'est vraiment notre travail de contrôler que chacun paye correctement ce qu'il doit. Une autre manière de pincer les fraudeurs, c'est la bonne vieille dénonciation. Et parfois, elle prend des drôles de tournures. Imaginez la scène. Vous avez le directeur des finances qui se rend au travail en voiture. Il aperçoit au bord de la route un panneau planté sur un piquet au bord de la route. Et je vous présente le panneau avec les inscriptions suivantes sur le panneau. Il est écrit « À l'intention de Monsieur X, conseiller d'État ». Il y a le nom du contribuable, une caméra valeur 54 000 francs, frais généraux, indemnité maladie pas déclarée, plusieurs dizaines de milliers de francs, dessous de table, achat villa 30 000 francs. Bref, le conseiller d'État a parfaitement capté le message. Une enquête a été ouverte et le fraudeur puni. Il y a le nom du contribuable en disant rigole et dit une fiduciaire du bon bord suffit. Mais rappelons que la fraude, c'est grave. Ce sont probablement des milliards de francs qui échappent aux caisses publiques, et cela au détriment de tous. Parce que les impôts, ça sert à quoi? Ça sert à payer tout ce qui est indispensable à la vie commune en société. Les routes, les écoles, les universités, les hôpitaux, la santé, le ramassage des poubelles, le traitement des ordures, les transports publics, la police, les barrages, les tunnels, les ponts, les autoroutes, les stades, les salles de gymnastique, la recherche scientifique, l'aide sociale, la justice, le fonctionnement de la démocratie, l'armée, les pompiers, la production d'énergie, les parcs nationaux, la culture, les musées, l'éclairage public et même les percepteurs d'impôts. Eh oui. Depuis 2010, les choses ont changé. Une loi encourage désormais les fraudeurs à se dénoncer. Ils payent ce qu'ils doivent et ils gagnent en échange l'impunité. Cela s'appelle la dénonciation spontanée. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2010, en cas de dénonciation spontanée du contribuable de lui-même, finalement, eh bien, il échappera à toute poursuite pénale.
pour pouvoir bénéficier de cette amnistie, eh bien, il faut que ce soit la première fois que le contribuable la demande. Et puis, il devra ensuite mettre tout en œuvre pour payer l'impôt qu'il avait précédemment éludé. Et dans ce cas-là, eh bien, les autorités fiscales ne le poursuivront pas au niveau pénal. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Exemple avec une fiduciaire qui vient négocier la reddition d'un client auprès de la chef de l'inspection fiscale fribourgeoise. Vous avez un nouveau cas à me présenter? Oui, effectivement, merci de me recevoir. Les faits sont les suivants. On est face à un couple qui est domicilié dans le canton de Fribourg. Ils ont hérité, il y a un certain nombre d'années de cela, c'est-à-dire à la fin des années 90, d'un portefeuille titre d'un montant relativement important, puisqu'on parle d'1,5 million environ. Oui. Bon, pour des raisons qui leur sont propres, à l'époque, ils ont conservé cet argent qui n'était pas déclaré par le défunt. Ils l'ont conservé eux aussi, disons, sans l'annoncer dans leur déclaration d'impôt. Hein. Ce portefeuille titre, il était auprès d'une banque privée genevoise. Et puis, en consultant leur conseiller à la banque, ce dernier leur a recommandé de constituer une société offshore afin de créer un paravent supplémentaire pour qu'il ne soit pas découvert. Alors maintenant, ce couple désire régulariser sa situation et donc envisage de procéder à une dénonciation spontanée. Et c'est peut-être le point le plus important pour mes clients, c'est de savoir plus ou moins quel est le montant qu'ils devront acquitter. Donc c'est plutôt une dénonciation anonyme dans un premier temps. Hein. Pour l'instant, c'est une dénonciation anonyme. Les clients souhaitent connaître finalement la facture avant de se exactement. Définitivement. Exactement. Je vais me baser sur les taxations qui sont entrées en force. Hein. Donc il risque d'avoir une petite différence quand même. Hein. Je comprends. Ça, il faut quand même dire à votre client. Je comprends. Et puis, je le fais aussi parce que la fortune est quand même assez élevée. Je comprends que la personne veut connaître l'état de la facture, mais peut-être pas dans des petits cas non plus. Hein, si vous ne le faites pas pour des petits cas anonymement. On a tellement de dossiers que c'est pas évident. Eh oui, les dossiers de dénonciation ne cessent de s'accumuler. Depuis 2010, plus de 2500 personnes se sont ainsi dénoncées en Suisse romande, ce qui a fait apparaître une fortune cachée de plus de 1,5 milliard de francs. Combien y en a-t-il encore? Nul ne le sait. En cas de dénonciation spontanée, donc je vous rappelle, la personne, il faut aussi qu'elle s'engage à payer la facture. Ça, elle sait. Hein. Je pense qu'avec des montants comme ça, généralement, ça ne pose pas forcément de problème. Par chance, ils ont encore un peu d'argent pour payer la facture. Ouais, là, on est à environ 40 000 francs pour l'impôt sur la fortune. Donc ça, c'est seulement le canton. Hein. Et puis, il reste plus que le revenu. 40 000 francs également. Oui. Mais ça, c'est vraiment grosso modo. Hein. D'accord. Donc là, on est à 200 000. 200 000, oui. Au total, environ 200 000 francs, d'accord. Mais c'est vrai que là, avec une fortune comme ça, je l'encourage vraiment à dénoncer ses capitaux. Je pense que c'est des personnes d'un certain âge. Oui, tout à fait. Je veux dire, la facture n'est pas si élevée que ça non plus, finalement, sur... Oui, tout est relatif, n'est-ce pas? Il faut sortir malgré tout 200 000 francs, donc... Mais c'est vrai qu'ils ont les moyens, de payer cet impôt. 200 000 francs pour solde de tout compte pour une fortune cachée de 1,5 million. C'est un exemple représentatif. Alors, posons-nous la question. Les cantons ont-ils les moyens de lutter contre la véritable fraude et pas seulement contre les cas bénins? Et d'abord, comment ça fonctionne, la lutte contre la fraude fiscale? En Suisse romande, il y a 77 inspecteurs fiscaux, secondés par quelques 500 taxateurs qui traquent la fraude et la soustraction fiscale auprès de 1,4 million de contribuables. Soit un fonctionnaire pour 2500 contribuables.
Pour la chasse aux voitures mal parquées, en revanche, on compte un contractuel pour 400 véhicules. Apparemment, c'est plus risqué de mal parquer sa bagnole que de frauder le fisc. La fraude existe, elle a même plus d'ampleur qu'on ne le croit. À combien se monte-t-elle? Difficile à dire, faute d'études officielles à ce sujet. Mais il y a des estimations. 10 à 19 milliards de francs échapperaient à l'impôt sur le revenu. 200 à 300 milliards de francs de fortune seraient non déclarés. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est plus dans la bagatelle. À Genève, par exemple, la traque de la fraude génère de plus en plus d'argent. En 2008, nous avons produit par des contrôles 40 millions de francs. Et en 2013, nous allons produire 130 millions. Donc on a eu à peu près 20 millions de plus chaque année. D'avoir une augmentation de 20 millions chaque année, je suis content des performances de mon service, mais je suis inquiet quelque part de voir que la fraude est quand même bien là. C'est ça, c'est la pointe d'un iceberg dont on ne connaît pas vraiment la dimension. On ne connaît pas vraiment la dimension, mais voilà, tant que j'ai des résultats de plus de 20 millions par année, je dirais qu'on n'est encore pas à la totalité. Loin de là, certainement. Les très gros montants que nous avons eus étaient surtout du côté des personnes morales. Mais les personnes physiques, c'est la grosse masse. Donc ça fait aussi des montants importants si on les additionne. Est-ce que vous estimez avoir suffisamment de moyens pour justement lutter efficacement contre la soustraction et la fraude fiscale? Malheureusement pas, non. Malheureusement pas. On n'arrive pas à traiter tous les dossiers qu'on devrait traiter. Et encore une fois, tant que les résultats vont crescendo de cette manière assez importante chaque année, non, on n'a pas assez de moyens parce que oui, je peux le dire, chaque année, l'État perd quelque chose à cause de la fraude fiscale. Alors, si on me donne des moyens supplémentaires, oui, j'aurai des résultats supplémentaires. Ça, c'est absolument sûr. Disons que je peux absolument assurer que chaque contrôleur rapportera 2 millions. Ça, c'est absolument sûr, dans les temps qui courent. Donc il rapporte plus qu'il ne coûte. Il rapporte bien plus que ce qu'il coûte. C'est tout bénéfice pour l'État. Il rapporte une quinzaine de fois plus que ce qu'il coûte, oui. Oui, c'est un investissement. Nous sommes dans les sous-sols de la division des affaires pénales et enquêtes de l'administration fédérale des contributions. Une discrète unité d'une vingtaine de personnes. Ce sont les super flics du fisc. Les grosses affaires, celles qui dépassent les moyens limités des cantons, c'est pour eux. Ils peuvent ramener jusqu'à une centaine de millions de francs d'impôts et d'amendes en une année. Monsieur Laubert, c'est quoi ce coffre que vous venez d'ouvrir? Bon, voilà, il y a toujours des occasions où on séquestre des valeurs, des titres notamment. Et il faut les mettre dans un endroit sûr, et c'est ici où on les met. Qu'est-ce qui déclenche une enquête? Alors, on a différentes sources. On pourrait avoir une dénonciation, par exemple. Ça arrive. Alors, on prend ces dénonciations vraiment, je dirais, on les analyse vraiment très, très minutieusement. Il faut toujours faire attention avec ces dénonciations parce que parfois, voilà, c'est juste des règlements de compte, etc. Mais la plupart des cas, je dirais, c'est quand même les administrations fiscales
qui rencontrent des problèmes avec certains contribuables. Donc c'est les cantons qui attirent votre attention ou qui demandent votre aide? Alors en principe, c'est les cantons qui nous approchent en nous disant là, on a un problème vraiment important qu'on n'arrive pas à résoudre. On a été parqués, pardon, ces 8,5 millions ici ont été parqués donc, sur le compte bancaire de cette structure offshore. Voilà. Ouais, voilà. Donc, c'est ce qui est Et pour, là, on a un complice donc, qui s'est entremis dans ces opérations, donc dans la création de cette structure offshore, dans la gestion du compte bancaire, etc. Alors, il y a eu une intervention dernièrement où on a saisi des lingots d'or. C'était une belle prise. Donc, alors c'était plutôt en Suisse allemande, cette intervention-là. Donc là, c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir trouver déjà les fonds qui vont permettre de payer les impôts finalement et les amendes, quoi. Parce que ça représentait combien, en gros, le montant? Ah, ça représentait quelques dizaines de millions. Donc déjà, elle va nécessiter des ressources hommes importantes. Il faudra à peu près une cinquantaine de personnes pour cette intervention. Déjà là, au niveau des effectifs, on a réussi à regrouper les forces qu'il nous fallait. Il y a des années où il y a 1-2 enquêtes que l'on commence. Dans d'autres années, ce sont 6, 7, 8. Ça dépend aussi de nos ressources. Tu as vu que cette intervention va se planifier sur une dizaine de sites. Hein. Il y a des cas qui sont étonnamment simples. Mais il faut trouver la porte. Et puis, c'est assez simple. Il y a d'autres qui sont très sophistiqués, qui sont établis avec une grande complexité, avec beaucoup de personnes, sociétés, grands, hommes de paille involvés, qui sont aussi répandus dans différents pays. Et là, je dirais, ça peut être compliqué. La division d'Emmanuel Laubert a davantage de pouvoir que les cantons. Elle peut par exemple perquisitionner chez des suspects, auditionner des témoins, saisir des documents et des biens. Mais désormais, que ce soit au niveau cantonal ou fédéral, il faut réfléchir en des termes différents. On ne peut plus raisonner suisse aujourd'hui. Donc il faut voir ce qui se passe à l'échelon international. Et à l'échelon international, c'est la chasse aux sorcières. Voilà, ça sera peut-être un peu trop extrême, mais enfin, vraiment, il y a un vrai combat qui s'est engagé, dans lequel les gouvernements se sont engagés pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Les pays qui n'y participent pas sont mis sur liste noire comme pays non coopératifs et potentiellement peuvent être exclus d'échanges internationaux ou de traités internationaux. La Suisse, elle a tout intérêt à elle-même participer à ce débat au niveau international, mais aussi au niveau suisse. Et justement, le Conseil fédéral entend durcir le code pénal fiscal, c'est-à-dire la loi qui réprime la fraude. Le but, c'est d'accroître les moyens d'investigation, surtout ceux des cantons. La méthode, c'est de donner le pouvoir aux services cantonaux des contributions de lever le secret bancaire. Un changement radical. Le secret bancaire ne serait plus un obstacle pour les enquêteurs du fisc. Le débat ne fait que commencer, il promet d'être chaud. La fraude fiscale, c'est vraiment un crime parce que ça veut dire dissimuler des biens au fisc qui seraient nécessaires à financer les infrastructures publiques, les tâches publiques à tous les niveaux, les tâches communales, les tâches cantonales, les tâches fédérales. La fraude fiscale, c'est vraiment le sabotage de l'état de droit. C'est le sabotage de l'égalité devant la loi. Donc, il est urgent que la Suisse puisse réviser la loi fédérale à l'effet de doter les cantons des moyens au moins égaux à ceux dont disposent nos pays voisins, par exemple. Le
projet du Conseil fédéral tel qu'il existe aujourd'hui n'est guère susceptible de majorité au Parlement. Le Parlement a tendance, depuis quelques mois, à corriger les projets du Conseil fédéral qui ont un caractère excessif. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se concentrer sur les enjeux internationaux. Il y a beaucoup de questions en matière de secret bancaire, en matière de fiscalité à régler sur le plan international. Il ne faut pas ajouter une couche supplémentaire en voulant en même temps réviser le droit interne, révision d'ailleurs que personne en Suisse ne réclame vraiment. Personne ? Ce n'est pas si sûr. Pour moi, le renforcement du droit pénal fiscal est indispensable. On voit qu'aujourd'hui, l'administration des contributions n'a pas les moyens nécessaires pour assurer une équité entre tous les contribuables. Lorsque vous avez des soupçons, eh bien, on ne peut pas agir puisque le contribuable a droit de se taire. Alors aujourd'hui, le canton de Fribourg est pour ce renforcement du droit fiscal et en plus, on demande qu'on énumère les éléments indispensable qui fait qu'on pourra lever le secret bancaire par rapport à des soupçons que nous aurions. Que ce soit un juge qui le fasse ou que ce soit l'administration, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est qu'on le fasse. Vous souhaiteriez que les cantons aient plus de moyens, justement, dans ce domaine? Je le dis personnellement et pour ma division, oui. Ça serait une aide forte aussi pour vous, en somme. Ce serait une aide pour l'application conséquente de la loi, oui. Les cantons ne sont pas unanimes sur le projet du Conseil fédéral. Ils souhaitent un renforcement de la lutte contre la fraude, mais ils divergent sur les moyens, en particulier sur la levée du secret bancaire. Ceux qui sont sur le terrain, en tout cas, voient bien qu'il faut changer les choses. Actuellement, on se retrouve dans une situation un peu ubuesque. Pour une personne qui serait active dans plusieurs pays, nous pourrions avoir les fiscs étrangers qui demandent des renseignements à la Suisse. Sur le secret bancaire, enfin... Sur le secret bancaire, voilà, sur des comptes, Ces renseignements lui sont donnés, mais nous ne pourrions pas utiliser les renseignements que nous aurions donnés aux fiscs étrangers pour taxer cette personne en Suisse, parce que nous n'avons pas accès aux données bancaires. Donc c'est un peu ubuesque. Et c'est bien ce genre de situation ubuesque que la révision du code pénal fiscal devra supprimer. Cette révision sera un véritable test de la volonté des politiques de combattre la fraude fiscale. Pendant les vacances d'été, nous mettons notre forum en mode sieste car il est difficile de trouver des intervenants pour répondre à vos questions. Vous pouvez en revanche revoir nos reportages, laisser un commentaire, mais également proposer une idée d'enquête à temps présent. Si nous la trouvons intéressante, nous la lancerons à la rentrée. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. Chérie, et si on se faisait le Mont Blanc alors que l'été bat son plein? Le pic le plus majestueux des Alpes est victime de son succès. Véritable boulevard pour les alpinistes du dimanche. La montagne a atteint la saturation, les déchets s'accumulent, les refuges débordent. L'amateurisme et l'impréparation des alpinistes amateurs inquiètent. Une équipe de temps présent a fait l'ascension avec une cordée de Russes et d'Australiens peu expérimentés. Accrochez-vous!